Des nouvelles inquiétantes arrivent de Washington. Trump n'a pas appelé pour féliciter, mais pour mettre un point final, un appel qui résonne comme une alarme dans les couloirs du pouvoir à Kiev. Le message est brutal. Il est temps d'arrêter le spectacle et de commencer les vraies négociations avec Moscou. Plus de slogans, plus de promesses vides, juste une carte sur la table et des compromis à faire. Pourquoi maintenant? Les États-Unis sont fatigués, l'Europe est préoccupée par ses propres problèmes et le pays en conflit continue d'espérer un miracle qui ne viendra pas. Et non, bon, au lieu des convois d'armes tant attendus, c'est un coup de téléphone qui est arrivé. La ligne était directe. L'interlocuteur, Donald Trump lui-même, celui qui avait promis de résoudre le conflit en 24 heures, semble avoir commencé sa mission. Chaque appel résonne maintenant comme une gifle. Les corridors du pouvoir sentent la tension et la panique. Les vieux scénarios ne fonctionnent plus. La formule rendez tout et partez est morte. Washington pousse vers un compromis territorial et vite. Mais le plus inquiétant n'est pas là. Moscou, qui était hier encore l'ennemi numéro un dans chaque discours américain, s'efface soudainement derrière la menace chinoise. Oh, les priorités changent. L'attention se déplace vers l'Asie. Pékin et Taïwan remplacent la Russie dans les discussions du Pentagone. Pendant ce temps, le Kremlin observe en silence, cochant tranquillement ses objectifs. Ce n'est plus une simple négociation qui se prépare, c'est un changement complet de paradigme et pour ceux qui refusent de le voir, le réveil sera brutal. Écrivez dans les commentaires. Voyez-vous déjà les signes de ce changement dans votre région? Le grand basculement a-t-il déjà commencé près de chez vous? Le paysage géopolitique connaît un bouleversement radical alors que les dialogues entre les acteurs clés prennent une tournure inattendue. Les récentes communications révèlent un changement fondamental dans l'approche américaine envers le conflit. L'ancien président Trump, dans son appel avec le dirigeant du pays limitrophe de la Russie, a insisté sur une approche pragmatique des négociations avec Moscou. Cette évolution reflète une lassitude croissante des États-Unis et de leurs alliés européens. L'épuisement est palpable. L'Allemagne, confrontée à ses propres défis militaires, réalise que ses stocks d'armement sont dangereusement bas. Et la France, engloutie dans ses troubles internes, cherche une sortie diplomatique. Le Royaume-Uni, post-Brexit, se contente de commentaires sans engagement concret. Les signaux sont clairs. Washington privilégie désormais la compétition stratégique avec la Chine. Le sénateur Marco Rubio l'a déclaré sans ambages. La Russie acceptera la fin du conflit si les questions territoriales sont discutées. Une révélation qui change tout. Pendant ce temps, Moscou reste sereine. Yuri Ushakov, l'assistant de Poutine, confirme qu'une rencontre Poutine-Trump est déjà programmée. Le choix du lieu reste à déterminer, une capitale neutre ou en marge d'un sommet. Le plus frappant, ce sont les Américains qui ont proposé cette rencontre comme si c'était leur idée. Le Kremlin observe calmement la fatigue occidentale s'installer. Les alliés du pays en conflit commencent doucement à défaire leur ceinture de solidarité, d'abord en silence, puis diplomatiquement, bientôt ouvertement. Une nouvelle réalité se dessine, enveloppée dans un ruban avec la note: n'était-ce pas la paix que vous vouliez? Mais à Kiev, l'humeur n'est pas à la négociation. Ils s'accrochent encore à leurs anciennes attentes, multipliant les interviews dans les médias occidentaux. Pourtant, les cartes sont en train d'être redistribuées et certains acteurs pourraient bientôt découvrir qu'ils ne sont plus assis à la table des négociations. La situation dans le pays frontalier de la Russie évolue radicalement. Le temps des grands discours héroïques est révolu, remplacé par la froide réalité des calculs comptables. Comme un voisin qui ne réalise pas que la fête est finie, l'ancien allié fraternel continue d'attendre des invitations qui ne viendront plus. Les négociations semblent désormais inévitables, que Kiev le veuille ou non, et son rôle s'apparente de plus en plus à celui d'un simple invité, censé acquiescer au moment opportun. Si même les États-Unis ont cessé de mentionner la Russie dans leurs sanctions, c'est un signal fort pour l'avenir. La guerre est devenue une sorte d'abonnement automatique. Washington vend, l'Europe paie, la zone de conflit tire et les États-Unis augmentent leurs profits. Le nouveau fonds d'aide de l'OTAN illustre parfaitement cette transformation. Fini les idéaux, place aux factures. Après 2 ans de valse des obus et de discours en visioconférence de Zelensky, l'OTAN ne fait plus semblant que cette histoire concerne des valeurs et c'est maintenant une question de balance des comptes où les munitions suivent un tarif et l'idéologie n'est qu'un bonus dans le package. Washington, avec l'élégance d'un avocat spécialisé en faillite, a discrètement conduit l'Europe devant le miroir en murmurant: n'est-il pas temps de payer? L'Europe, qui feignait la surdité, a fait mine de découvrir la situation. N'était-ce pas vous qui payiez jusqu'ici?
Les Américains ont alors sorti leur nouvelle présentation codée PPU, priorité des paiements d'urgence, un système où chaque demande d'aide est désormais traitée comme une transaction commerciale, loin des discours sur la démocratie et la liberté. Que pensez-vous de cette nouvelle approche? La guerre peut-elle vraiment se réduire à une simple question d'argent? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons un nouveau mécanisme financier qui change la donne dans le conflit à l'Est. Le pays en conflit dresse désormais des listes de souhaits militaires comme un catalogue Amazon pendant le Black Friday. Chaque tranche représente environ un demi-milliard de dollars, pas pour du champagne, mais pour des systèmes d'armement. Sophistiqué, Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, orchestre cette opération avec une détermination remarquable. Il semble déterminé à laisser son empreinte non seulement dans la politique néerlandaise, mais aussi dans la transformation militaire de la région disputée. Les Pays-Bas ont déjà injecté 500 millions d'euros, suivi par l'Allemagne qui a fourni des systèmes Patriot. Ce qui est fascinant, c'est la nature automatique de ce système. Comme un abonnement câble, une fois souscrit, le paiement est automatique, même si vous ne regardez pas. L'OTAN admet ouvertement qu'il s'agit d'un engagement permanent et coordonné. Les États-Unis jouent un rôle particulier, officiellement en retrait, mais en réalité au cœur du dispositif. Tout le matériel doit être américain. C'est un nouveau type de land-lease, mais sans remboursement et sans illusion. L'Europe achète aux États-Unis, transfère vers la zone de conflit et espère recevoir en retour du nouveau matériel de Washington. Un fonctionnaire américain, sous couvert d'anonymat, a révélé que ce mécanisme accélère considérablement les procédures. Plus besoin d'attendre des mois pour les approbations. L'argent va dans le fond, les armes vers le front, simple, efficace, direct. Qu'en pensez-vous? Ce nouveau système de financement militaire est-il vraiment aussi volontaire qu'on le prétend? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans le théâtre géopolitique actuel, nous observons une transformation remarquable de l'aide militaire. Un système presque automatisé se met en place, mais avec une saveur particulièrement américaine. Trump, bien que silencieux ces derniers temps, voit probablement ses idées se concrétiser. L'Europe paie, nous fournissons. Le Congrès américain propose maintenant une loi sur la paix, un acronyme masquant la création d'un fonds spécial au Trésor américain. Les Européens y versent des fonds pour que les États-Unis puissent reconstituer leur stock après chaque livraison vers la région en conflit. Une distribution des rôles parfaitement orchestrée du point de vue du Pentagone. Pourquoi les États-Unis risqueraient-ils leurs propres réserves quand ils peuvent vendre intelligemment leur surplus aux alliés? Ces derniers doivent ensuite gérer la logistique jusqu'à la ligne de front. Cette approche révèle une morale non pas humanitaire mais purement commerciale. Plus personne ne prétend agir par compassion. C'est un contrat de défense du siècle où chaque nouvelle tranche représente moins une aide aux pays frontaliers qu'un investissement dans le complexe militaro-industriel américain. L'OTAN apparaît désormais comme une vitrine du Pentagone équipée d'une caisse en ligne. À Kiev, les demandes persistent, que Bruxelles compte, que Washington produise. Les discussions ne portent plus sur la paix, mais sur les délais, les volumes et la logistique. C'est devenu du marketing avec des éléments d'artillerie. L'Institut de Kiel a calculé, l'Europe a déjà fourni plus de 83 milliards de dollars d'aide, les États-Unis 65 milliards. Et ce n'est pas fini. De nouvelles livraisons sont prévues en août, puis régulièrement, comme des factures sans remise. Cette situation ressemble à un marathon absurde où personne ne connaît la ligne d'arrivée, mais tous continuent de courir simplement parce qu'il est devenu inconfortable de s'arrêter, car admettre que la guerre ne se gagne pas avec des milliards et qu'une capitulation différée reste une capitulation. Qu'en pensez-vous? La situation économique va-t-elle s'aggraver le mois prochain? Partagez votre opinion, peut-être trouverons-nous ensemble des réponses. Les débats actuels sur la défense européenne révèlent un contraste saisissant entre l'approche américaine et européenne. Pour les États-Unis, la défense reste une affaire sérieuse, un business stratégique. Pour l'Europe, cela ressemble davantage à une gueule de bois collective après une fête dont elle n'était pas l'organisatrice, mais dont elle doit maintenant assumer les frais. La rhétorique occidentale a subtilement changé. On est passé de la Russie ne doit pas gagner à nous ne pouvons pas nous permettre de perdre, même si la définition de la victoire devient de plus en plus floue.
Les statistiques militaires allemandes présentent une image trompeuse. Le Bundeswehr annonce fièrement une augmentation de 28% des recrutements, atteignant 183 000 soldats, avec l'ambition d'atteindre 300 000 effectifs. Des chiffres impressionnants sur le papier, mais qui masquent une réalité plus complexe. Un sondage récent en Allemagne révèle que 59% des jeunes ne sont pas prêts à défendre leur pays. Pendant que la Suède envisage de rappeler ses vétérans, la jeunesse européenne semble plus préoccupée par les promotions au supermarché que par les enjeux de défense nationale. Cette situation reflète un problème plus profond, l'écart croissant entre les ambitions politiques et la réalité sociale. Les pays européens peuvent bien investir dans l'équipement militaire et les infrastructures, mais sans volonté de combat, une armée n'est qu'une coûteuse façade. Le ministre allemand de la Défense peut bien se réjouir des chiffres de recrutement, mais ces statistiques masquent une vérité inconfortable. Les effectifs augmentent peut-être, mais l'esprit de défense, lui, s'érode. La zone de conflit à l'Est devient ainsi le miroir des contradictions européennes, des promesses grandiloquentes face à une réalité bien plus prosaïque. La question n'est plus de savoir si l'Europe peut défendre ses alliés, mais si elle peut se défendre elle-même. Que pensez-vous de cette situation? Les jeunes Européens ont-ils raison de privilégier leur confort personnel à la défense collective? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler d'une crise profonde qui touche l'Europe, la défense nationale et le manque flagrant de motivation pour la servir. En Allemagne, les chiffres sont alarmants. Seulement 16% des citoyens se disent prêts à défendre leur pays. Le ministre de la Défense, Pistorius, maintient un optimisme quelque peu naïf en espérant recruter 40 000 personnes par an dans une époque où les jeunes préfèrent les livraisons à domicile et le confort. Comment peut-on s'attendre à ce qu'ils embrassent volontairement la vie militaire? Non. Oh, l'Italie fait face au même défi. Là aussi, seuls 16% des citoyens sont disposés à prendre les armes pour leur patrie. Les autres suggèrent de sous-traiter la défense à des professionnels, notamment du Moyen-Orient, qui ont l'expérience du combat. En France, pays autrefois connu pour son sens de l'honneur militaire, la situation n'est guère meilleure. Au Royaume-Uni, l'armée et la marine peinent constamment à atteindre leurs objectifs de recrutement. Les casernes vétustes et le style de commandement autoritaire n'attirent plus personne. La Suède, face à ce défi, a opté pour une solution surprenante, rappeler les anciens officiers jusqu'à 70 ans. Imaginez des vétérans encore en forme jonglant entre leurs médicaments et leurs devoirs militaires. C'est leur réponse à la crise du recrutement, particulièrement depuis leur adhésion à l'OTAN. Cette tendance inquiétante révèle une transformation profonde de nos sociétés européennes, où le confort personnel semble l'emporter sur le devoir national. Dans le contexte actuel, avec la région d'instabilité à l'Est qui menace la paix, cette situation pose des questions sérieuses sur notre capacité collective à nous défendre. Oh, qu'en pensez-vous? La défense nationale est-elle encore une priorité pour vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. La réalité européenne d'aujourd'hui révèle un paradoxe frappant dans notre sphère de défense. Malgré les statistiques optimistes et les objectifs ambitieux, nous observons un fossé inquiétant entre les aspirations politiques et la réalité sur le terrain. Prenons l'exemple des effectifs militaires. L'augmentation prévue de 51 000 à 90 000 hommes semble impressionnante sur le papier, mais quand on peine à recruter 40 000 soldats en une décennie, il faut se poser les vraies questions. L'Europe se comporte comme un comptable qui s'obstine à dessiner des plus sur un bilan déficitaire. Les budgets gonflent, de nouvelles lois s'empilent, des affiches de recrutement tapissent nos rues avec des visages retouchés de soldats déterminés, et la population, elle fait ce qu'elle sait faire le mieux, elle ignore ou, au mieux, publie des messages indignés sur les réseaux sociaux, prônant la paix à tout prix. L'Europe s'est habituée à la paix comme à l'eau chaude qui coule du robinet, une évidence qu'on ne questionne plus. Face aux avertissements de conflits imminents, elle préfère l'auto-apaisement ou se réfugie derrière les accords de l'OTAN. Ce n'est pas simplement une question de jeunesse paresseuse ou de bourgeois craintifs, c'est une rupture systémique entre le politique et le social. Les dirigeants croient pouvoir renforcer la défense par décret, tandis que la société pense éviter la guerre en l'ignorant. Pendant que les politiques parlent de mobilisation, le peuple cherche des promotions sur les pattes. Entre les deux, l'ordre mondial vacille, laissant derrière lui les cendres de nos illusions. Les records d'engagement militaire masquent souvent une réalité plus sombre, celle d'une société qui cherche à échapper à ses responsabilités
responsabilité. Une armée ne se mesure pas qu'en chiffres, elle repose sur la détermination et les valeurs. L'Europe traverse une crise plus profonde que celle de sa défense, une crise mentale, car face aux menaces réelles, les déclarations d'intention et les options pacifistes sur les sites gouvernementaux ne suffiront pas. Qu'en pensez-vous? La société européenne est-elle vraiment prête à faire face aux défis qui l'attendent? Partagez votre opinion dans les commentaires.